Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission Ring the Bell sur 100% Live. Et vous le savez, sur Ring the Bell, on parle catch. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale. En effet, je n'ai que deux chroniqueurs avec moi pour des raisons d'effectifs réduits. Et oui, les temps sont durs, même ici à Wii Sport. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Normalement, la semaine prochaine, retour de l'émission à trois chroniqueurs. Mais pour le moment, je vais présenter les deux chroniqueurs qui sont avec moi aujourd'hui. Et le premier, vous le connaissez, il est toujours là, c'est toujours le même, c'est Auguste, comment tu vas? Salut PA, je vais très bien, merci. Oui, toujours fidèle au poste. Et puis, et toujours content de pouvoir parler de catch avec vous et avec surtout la communauté chaque vendredi soir. Chaque vendredi soir, on est là et vous voyez ça le dimanche normalement, si j'ai le planning bien en tête. En tout cas, on va présenter tout de suite le deuxième chroniqueur et il s'agit d'Andrew tout simplement qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et bien de compléter cet effectif réduit. Bonjour Andrew. Bonjour PA, bonjour Auguste, et bonjour à toute la communauté. Voilà, je ne suis pas souvent là, mais dès qu'il y a des sujets intéressants, je ne suis jamais loin. Donc maintenant, On- parlons peu, parlons catch, comme Bien dirait sûr, des l'autre. sujets intéressants parce qu'on va parler d'Eva Marie sur cette émission. Juste avant de commencer l'émission, justement, nous allons faire un petit sommaire. Je vais vous juste dire de quoi on va parler ce soir, rien de bien fou. On va faire deux segments. On va revenir sur Raw donc en deux segments avec bien le retour d'Eva Marie et l'ajout de Charlotte Flair au match de Backlash pour le titre de Raw. On fera un petit détour par NXT. Gus nous parlera de l'AEW. Trois news comme d'habitude et on finira par un débat autour du SmackDown rétro de ce soir, vous verrez. Mais pour l'instant, on commence tout de suite avec le show du lundi soir à la WWE et un retour des plus fracassants, n'est-ce pas, pour le plus grand bonheur de toute la communauté. Eva Marie a fait son retour, enfin va faire son retour dans les prochaines semaines. On a vu un clip d'Eva Marie avec une très jolie Ferrari. Et bien voilà, Eva Marie qui est donc de retour dans le paysage de la WWE à Raw. Donc messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cet ajout? Je vais commencer par toi, Auguste. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce, tout simplement? Eh bien, c'est un retour, mais que les sites de news prévoyaient depuis déjà plusieurs mois. Donc, on va pas dire, mais qu'on est surpris. Après, on va pas se mentir, c'est pas le retour le plus. Comment dire? C'est pas celui mais qu'on attendait le plus parce qu'on sait que dans le ring, c'est extrêmement limité. Sauf si elle s'est entraînée en cachette, mais je ne crois pas que ça soit passé comme ça, hein. Je crois après elle a une carrière dans le mannequinat ou dans ce domaine. Donc à voir. Après, c'est sûr mais que ça va sûrement ramener des audiences à Raw. Au moins sur les premières semaines et jusqu'à temps qu'elle démarre vraiment. Ce que j'espère, c'est qu'elle ne soit pas projetée directement dans la title picture, mais comme on dit en anglais, parce que bon, enfin, on en parlera après, mais peu importe qui sortira championne à Backlash, bon, Eva Marie, elle est 20 étages en dessous en niveau in-ring. Donc j'espère juste qu'elle sera pas dans le main event. Mais après, pourquoi pas en manageuse ou alors mais qu'elle continue mais de remplir et de combler les manques dans la division tag d'Euro avec une partenaire j'ai pas même de filles comme ça en tête mais avec une partenaire mais qu'elle trouvera dans les vestiaires ou alors avec une fille de NXT qui pourrait monter mais pas plus. En tout cas, je l'espère. Ouais, la scène du main event semble quand même bien occupée à Raw entre Charlotte Flair et Rhea Ripley et possiblement les championnes par équipe actuelle qui pourraient perdre le titre et du coup se split pour aller chercher le titre de Rhea. Andrew, toi, qu'est-ce que t'attends de ce retour de Eva Marie? Moi, je vais être franc, je vais pas faire la personne qui connaît Eva Marie niveau in-ring, parce que je vais pas vous mentir que je l'ai jamais vue. Moi, la seule fois que je l'ai vue dans un ring, c'était en tant qu'arbitre. Après, j'ai entendu aussi dire que voilà, elle avait toujours des difficultés pour un.
Maintenant, ce qui va se passer, c'est que moi, je l'espère, elle ne va pas être directement propulsée sur la scène du main event parce que, comme tu le disais très bien, PA, il y a Rhea Ripley, enfin Ripley, pardon, il y a Asuka, il y a Charlotte Flair. Et puis, si c'est pour que Charles Flair mette en avant tous les talents, entre guillemets, comme par exemple Dana Brooke, ça va être gênant très vite pour tout le monde. Et honnêtement, même dans la division féminine par équipe, faut lui trouver une catcheuse qui trouve le moyen de la mettre en avant. C'est vrai qu'actuellement, dans la division par équipe, dans le main roster, c'est très compliqué parce qu'ils ont très peu de choix. Donc, à voir ce que ça va donner, en espérant qu'ils savent s'en servir. C'est vrai, comme disait Gus, ça va ramener les autres des anciennes, forcément anciennes mannequins, enfin, ça va forcément ramener des gens. Et après, voilà, à voir ce que ça va, sur quoi ils vont déboucher avec elle, sur quoi ils vont l'emmener. Ça va être intéressant tout en ne l'étant pas, donc maintenant, à voir, quoi. Je vous trouve un peu optimiste sur le fait que Eva Marie va ramener de l'audimat à Raw, qui est un show très peu regardable déjà en premier, mais surtout que eh bien Eva Marie n'est pas talentueuse dans le ring, à part si, comme le Gus l'a dit, elle s'est entraînée, mais je pense pas. Non, Donc mais moi, je pensais ça par rapport à son physique. Ça va forcément ramener des gens. ouais, je Après, sais si pas. je peux me permettre, Russe, on n'est plus en 2008 ou en 2009, où c'est sûr que si KJ était la star la plus réputée du main roster, c'était pas pour rien. Mais non, non, et Eva Marie, pour moi, enfin, de ce que j'en ai entendu parler, n'a pas vraiment progressé une ring. C'est plus son côté star, comme The Rock maintenant il est, ça va forcément ramener un peu de monde. Mais sinon, ça va pas ramener grand-chose. Maintenant, ce qu'on espère, c'est juste que ça tâche pas la division féminine, comme ça le fait actuellement avec Dana Brooke, qu'on a vu dans son dernier match contre Charlotte Flair, ou Otis, où il y a vraiment des efforts sur certaines catcheuses qui font vraiment les efforts pour montrer son niveau, que Eva Marie, je ne pense pas que on sera à ce stade-là. Écoutez, on verra bien dans les prochaines semaines. Pour le moment, on sait même pas si Eva Marie va un jour remettre les bottes de catcheuse, simplement. Peut-être qu'elle va diriger une de ses compères vers eh bien un push vers les sommets de la division féminine de SmackDown, de Raw, pardon, excusez-moi. On enchaîne tout de suite avec le deuxième segment de ce Raw qui est toujours en accord avec la division féminine de Raw. Cette fois-ci, ça concerne le main event et c'est l'ajout de Charlotte Flair pour le match à Backlash. Après avoir tapé un arbitre et avoir été suspendu puis réinstallé par Sonya Deville, cette même Sonya Deville a décidé que c'était une bonne idée d'ajouter Charlotte Flair à Backlash pour faire un triple menace avec Rhea Ripley et Asuka pour le titre de Raw. Ça fait beaucoup de matchs triple menace pour Backlash déjà, mais ça on en parlera plus tard. Andrew, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cet ajout? Pas de dernière minute parce que le show est en un peu de temps, mais sur cet ajout de Charlotte Flair pour ce match pour le titre. Moi, personnellement, je trouve ça honteux. Parce que, en fait, beaucoup de gens ont critiqué Daniel Bryan par rapport à son rajout à WrestleMania. Et... Mais peu de gens critiquent Charlotte Flair parce que je pense qu'elle a un nom de famille qui joue vachement dans la balance. Même si c'est vrai que in-ring, y a rien à dire, c'est propre, c'est carré, elle donne le maximum pour vouloir, je vais pas dire push, mais vraiment montrer de nouvelles superstars in ring. Par exemple, je pense à, comment ça s'appelle, qui parle de Nabrook, Mandy Rose. Mandy Rose. Je vois que Mandy Rose, in ring, quand c'est contre Charlotte Flair, c'est vrai que, voilà, elle a montré des bonnes choses. Mais à partir de là, tu vas pas tout miser là-dessus. C'est vrai que Rhea Ripley contre Asuka, on a eu un match lent, mais un bon match quand même. Pour moi, je trouve qu'on rajoute Charlotte Flair parce qu'il y a mon flair dans l'affiche. Donc ça me dérange un peu. Et pour moi, je suis très déçu qu'on n'ait pas une revanche de WrestleMania. Et voilà, enfin, je vois pas ce qu'elle vient faire dans l'équation. Je comprends toujours pas pourquoi, parce qu'elle a un nom de famille prestigieux. Enfin, je veux dire, il y en a plein qui ont des noms de famille prestigieux. Et je pense là actuellement, ce qui me vient en tête, c'est Cody Rhodes à l'époque. On ne mettait pas dans le dans le main event pour autant. Et pourtant, vous allez pas me dire que Cody c'était une très mauvaise ring, mais je sais pas. Je suis en colère pour la WWE parce que Charlotte Flair, on sait que ça fait vendre, on va pas se mentir, ça fait vendre.
mais à chaque fois, l'avoir push. Moi, à un moment donné, je me souviens de ça quand on voulait mettre Roman Reigns à tout prix au premier plan. Maintenant, ça marche par chez les heels, mais Charlotte Flair, en heel ou en face, les gens ont marre, en fait, parce que elle a tout le temps fait heel, face, heel, face, heel, face. Et maintenant, ben, peut-être aussi laisser la place à d'autres gens. Il y a plein de noms qui viennent en tête comme ça. Quand je vois Shayna Baszler dans la mid-card du main roster, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, qui regarde NXT, honnêtement, ça me détruit parce que c'est une quelque chose qui a largement le niveau de Charlotte Flair, l'avoir fait perdre déjà à WrestleMania contre Becky Lynch aussi facilement m'a fait mal. Alors là, en plus qu'on mette Charlotte Flair et qu'on donne pas la chance aux jeunes talents entre guillemets, ça me fait plus mal qu'autre chose. Non, mais Charlotte Flair ne sait pas mettre en avant les autres. Ça, c'est quelque chose que je vais dire maintenant. Je vais peut-être me faire allumer dans les commentaires. C'est pas très grave. Non, mais on est d'accord là-dessus, au moins. On est d'accord là-dessus, donc tu feras pas le pense tout seul. que je pense que Charlotte Flair a un vrai problème à laisser le shine sur quelqu'un d'autre qui n'est pas elle. Et que bah, son nom de famille aide les officiels à la push autant, mais après, c'est pas la seule raison. Comme tu l'as dit, dans le ring, c'est pas non plus nul, mais bon, ça a fortement baissé quand même depuis quelques temps, depuis qu'elle est revenue avant WrestleMania même. Donc, on verra bien ce qui va Si se je peux me passer permettre, à. si je peux me permettre, mon cher PA, ça a beaucoup baissé depuis qu'elle n'est plus rivalité avec Becky Lynch. Et même si beaucoup vont trouver que je mets un peu Becky Lynch en avant, Ah ben ouais, honnêtement, depuis sa bien. rivalité avec Becky Lynch, c'est en constant déclin, Charlotte Flair. On va pas se mentir qu'elle a T'es jamais bien retrouvé une vraie rivalité. t'es bien dans la continuité de la WWE à Overpush Becky. Sur ce, nous allons. Et ça, c'est un petit pic gratuit. Il est pour moi, Je il prends, est il prend, cadeau. il prend. Il est merveilleux et je vais donner la parole en plus à un fan de Becky Lynch qui va pouvoir me répondre, c'est super. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de cet ajout? Et je vais rajouter une petite question. Est-ce que pour toi, ce match triple menace a une issue qui va satisfaire les fans? Ou alors, quoi qu'il fasse, bah, ça va être mauvais. Alors, déjà, je voudrais revenir sur la base, c'est-à-dire avant le début d'Euro, la WWE a annoncé une revanche entre Rhea Ripley et Asuka pour Backlash en match simple, alors que Asuka n'a rien fait de plus. Donc on continue à Raw à donner des opportunités aux gens alors qu'il n'y a aucune histoire. Enfin, c'était pareil avant WrestleMania. Et là, l'ajout de Charlotte Flair par Sonya Deville, bon, on va dire, enfin, personnellement, je vois ça comme ça nous sauve d'un autre match Asuka Rhea Ripley qui moi m'avait particulièrement déçu à WrestleMania parce que j'étais sûr que les deux pouvaient nous sortir un meilleur match que celui qu'elles nous ont proposé. Donc au moins on aura une petite fraîcheur, même si Charlotte on la voit dans le main event bah, depuis 2015-2016. Et que oui, ça fait long, et on aimerait bien la voir dans la mid-card et laisser les autres briller, mais en même temps, à Raw, tant que Nia Jax et Shayna Baszler sont champions de par équipe et que Alexa Bliss reste sur sa balançoire, il y a pas d'autres filles. Enfin, il y a d'autres filles, mais il n'y a pas d'autres au niveau de Asuka et de Rhea Ripley dans le main event, donc c'est compliqué. Moi, je trouve le plus intéressant dans cette rivalité, au final, c'est plus celle qui est sous-jacente à celle-ci, c'est celle entre Sonya Deville et Adam Pearce qui du coup vont se battre pour le pouvoir bah, à la WWE plus particulièrement à Raw parce que c'est à Raw où Sonya Deville joue solo. Euh, j'ai plutôt hâte de voir comment ça va évoluer dans les bureaux plutôt mais que sur le ring, c'est un peu triste à dire. Et pour Backlash, bah, je pense que le seul résultat logique et bon, ce serait que Rhea Ripley conserve. Parce que si elle perd, paye ton règne merdique. Et en plus, Asuka, elle vient d'avoir un règne fantomatique, donc on n'a pas envie. Et Charlotte n'a pas envie de la voir 15 fois, 16 fois, enfin je sais plus. Non, en vérité, elle doit être. Si elle gagne la Backlash, ça serait son 13e titre, je crois. Ce qui est beaucoup trop. Donc j'espère mais que Rhea Ripley va conserver. Euh,
Mais oui, enfin, je trouve ça dommage parce que Haro, il y a quand même un talent certain. Je sais pas, je pense à Alexa Bliss, à Naomi, à Shayna Baszler, et ça rapporterait plus mais de son frère que de remettre Asuka et Charlotte Flair, c'est sûr. On va Si je peux rebondir, PA, tu me le dis ou tu me coupes, mais rapide. merci. Que je parle par rapport à ce que juste vient de dire Naomi, il faut aussi, à un moment donné, comprendre qu'elle est hors trait. Genre vraiment, en fait, ce qu'il faudrait à cette division féminine, soit à Raw, à SmackDown ou à NXT, c'est vraiment un show, enfin pas un show, mais un titre en dessous, genre comme dans le roster masculin, tu vois, donc champion, États-Unis ou intercontinental, et puis voilà, et ta team. Mais là, actuellement, en fait, on passe directement ta team à champion. Il n'y a pas un titre entre les deux qui pourrait donner aussi la chance à certaines superstars. Parce que, en vrai, Naomi, oui, c'est un oui, parce que in-ring, ça passe, mais Nitro, c'est désastreux. On va se mentir que Naomi Nitro, j'ai pas envie de l'écouter pendant 20 minutes non plus. C'est comme la in-ring, j'ai pas envie de la voir pendant 20 minutes non plus. Et puis pour parler aussi, pour rebondir sur le fait que Rhea, si elle perd le titre, ce serait un désastre. C'est comme le titre de, de Asuka automatique, ce serait comme un Sasha Banks. Genre, à part Bayley contre Sasha Banks, Bianca Belair à la fin, mais genre vraiment que le match final, on n'a rien vu. Et d'un côté, je serais très heureux parce que Ripley, pardon, j'ai du mal hein, avec l'anglais, mais ce serait vraiment un grand plaisir de l'avoir conservé son titre. Mais si Asuka deviendrait championne, ça ne me choquerait pas non plus. Que si Charlotte devient encore championne maintes et maintes fois, comme tu l'as dit, juste, ça me dérangerait un peu plus. C'est un peu comme si on donnait le titre à une personne pendant je ne sais combien de temps, Enfin bref, comme Sacha Banks par exemple, hein, on lui donne le titre parce qu'il faut lui donner un titre, parce qu'il faut l'emmener en rivalité contre quelqu'un d'autre. Et comme Bayley, à un moment donné, il fallait l'emmener en rivalité contre Sacha Banks, et voilà. C'est tout bête, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que peut-être consolider une championne avant de la mettre dans des matchs avec des gros noms. Mais sauf que dans la division féminine d'Euro, c'est pas possible si on n'emmène pas des stars de NXT. Donc le problème est là en fait. La transition est toute trouvée. Je vais pas rebondir sur ton idée d'avoir un titre intermédiaire. Je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'il le donnerait il le donnerait à une des forces women de toute façon parce qu'ils ont pas d'idée. Donc de toute façon, ça marcherait pas. En tout cas, on va passer tout de suite à NXT. Le seul segment retenu pour NXT, c'est eh bien le main event, il me semble. Deux nouvelles championnes par équipe dans le show jaune. Shotzi Blackheart et Ember Moon ont été détrônés par The Way au terme d'un match brutal, puisque c'était un street fight qui a très bien porté son nom. N'est-ce pas, Auguste? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce merveilleux match pour les titres féminins par équipe? Bien meilleur que ceux du main roster, bien évidemment, mais ça, on n'en parlera pas. Oui, alors j'ai bien aimé le match parce que bah là pour le coup c'était vraiment brutal et la stipulation a vraiment bien été respectée. Moi ce qui me dérange un peu plus c'est que bah, The Way a quand même eu plusieurs chances au titre alors qu'elles ont souvent perdu et que les titres par équipe de NXT sont encore tout jeunes, ils ont à peine 2 mois et on a déjà eu 3 équipes championnes. Enfin, mais ça veut dire que le règne le plus long, bah, Ember Moon et Chelsea Blackheart, elles ont dû garder le titre un mois et demi. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais il n'y a pas une constance. Alors du coup, comment dire, quand un nouveau titre se crée, faut le créer une legacy, enfin une histoire. Enfin, le titre de la Intercontinental et de la WWE sont importants parce que ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, mais qui sont actifs, ils ont une vraie histoire, ils ont été portés par des légendes. Alors, pour un nouveau titre, et on a longtemps eu ce problème avec le titre universel quand c'est Lesnar ou Goldberg qui le portaient, c'est que du coup bah tu crées pas d'histoire, enfin tu crées pas comment dire,
une aura à ce titre. Enfin, il ne voit rien. Et là, avec la victoire de The Way, ça revient un peu à ça, c'est-à-dire mais que le titre il change de main, mais comme une patate chaude. Et pour l'instant, il n'y a pas une vraie constante, il n'y a pas une vraie équipe qui l'élève. Donc j'aurais préféré que du coup que Moon et Blackheart conservent, mais sinon, à part du coup le choix de l'équipe victorieuse, le match en soi était très agréable à regarder. Un petit peu d'accord avec toi, même si je pense que si ça peut permettre à et Shotzi Blackheart de monter, si Shotzi pourrait monter à SmackDown, ça me ferait plaisir, mais on verra. La draft n'est pas encore là. Andrew, toi, t'as pensé quoi de ce match rapidement et de ce changement de titre? Honnêtement, un vrai bon match, hein, que ce soit The Way ou même que ce soit The Way ok, ou Shotzi, tu vois, pour même Humber, tu vois, elles ont montré beaucoup de choses, soit in-ring ou même à l'extérieur. Et honnêtement, le règne de Shotzi a pas été si dégueulasse que ça, tu vois. C'est enfin Shotzi et Humber hein, a pas été si moche que ça. Même si au début ça c'est très mal parti parce qu'elles ont récupéré le titre, parce qu'il fallait envoyer quelqu'un vers le titre principal. Mais sinon c'était très carré. Et voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire. C'était un très bon match. Ça change de la division féminine de Raw ou de SmackDown en tous les cas. Même si SmackDown est porté par Benz et Belair. Et Ouais, sinon, rattrape-toi. oui, je me rattrape, t'inquiète. Que SmackDown est porté par Benz et Belair et que Raw est porté par Asuka, Ripley et, euh, Flair. Ouais, mais j'ai envie de l'oublier. Tu vois, dans ma tête, c'est vraiment, il y a un V1 et Flair, pour moi, doit vraiment, en fait, c'est à ce moment-là où Flair doit mettre des gens en avant, mais elle le met pas. C'est compliqué, genre, c'est tout con, mais honnêtement, quand tu vois à NXT, il y a des gens il y a des grands talents qui mettent en avant des jeunes talents. Même dans le roster féminin, hein, c'est tout bête, mais voilà. Et j'espère qu'un jour, on aura le droit à un titre entre les deux pour que les vrais talents puissent parler. Mais Eh ben, maintenant, est-ce que la WWE est prêt à l'entendre, est prêt à le comprendre? Comme je disais, c'est vrai, ça prend du temps, mais faut pas oublier qu'il y a eu les divas hein, quand même à la WWE, donc maintenant ils ont réussi à passer Championship Women et ça me fait plaisir. Mais faut aussi grandir au niveau de ça. Et ça en fait, ils bloquent plein de superstars. C'est un titre entre les deux. Parce que honnêtement, tu ne mettrais pas par exemple Candice LeRae en tant que championne intercontinentale par exemple ou des États-Unis Comme dit dans le de roster féminin. NXT à la place de Raquel Gonzalez, y a pas à tortiller, quoi. C'est bon. Ah oui, non mais je comprends, Raquel mais très Gonzalez clairement. est nul. Voilà. C'est Je tout. ne dirai rien. Allez, PR. Je ne dis rien, je n'ajouterai rien, moi, personnellement, puisqu'on va passer à la séquence AEW. Vous le savez, normalement, c'est Maximilien qui présente cette chronique. Aujourd'hui, il n'est pas là, c'est donc Auguste qui le remplace. Au pied levé, mon Auguste, c'est quand tu veux. Alors, euh, très bien. Alors, cette semaine, à AEW Dynamite, on a eu une édition très spéciale, vu que c'était l'édition Blood and Guts, où le main event, où tout tournait autour de ce main event entre The Inner Circle et la Pinnacle. Donc j'ai retenu quatre, euh, quatre segments, enfin deux matchs et deux segments de ce show, mais qui me paraissaient importants à mentionner. Donc on commence avec la victoire rapide, éclair de Britt Baker, la, la docteur de All Elite Wrestling, qui a squash Julia Hart, une nouvelle venue, et qui conforte du coup son rang en tant que challenger numéro un pour le titre féminin. Donc Britt Baker est la nouvelle challengeuse au titre de Hikaru Shida, au titre féminin, et elles s'affronteront à Double or Nothing, donc le prochain pay-per-view de All Elite Wrestling.
Ensuite, on a eu John Moxley, pardon, qui a, qui a défié Yuji Nagata, qui n'est pas un catcheur de All Elite Wrestling, mais un catcheur de NJPW. Et il l'a défié pour un match la semaine prochaine où John Moxley défendra son titre IWGP US Championship, donc le titre des États-Unis de NJPW. Et donc ce sera la première fois qu'un titre NJPW sera défendu à Dynamite à All Elite Wrestling. Donc c'est une grande première et surtout un grand match en préparation. Donc c'est pour la semaine prochaine, pour mercredi prochain. Plus tard dans le show, on a eu l'apparition de Kenny Omega, champion mondial de All Elite Wrestling, et champion mondial de la AAA aussi, la grande compagnie au Mexique, et champion mondial de Impact Wrestling, donc triple champion, rien que ça. Et il est en interview avec Tony Schiavone qui lui a dit que son prochain adversaire pour le titre AEW World, qui défendra à Double or Nothing, son adversaire sera donc le vainqueur entre les deux catcheurs au plus gros palmarès, parce que à Dynamite, euh, ce qui se passe, c'est qu'on compte le ratio des victoires et des défaites, et les plus hauts placés obtiennent des matchs au mérite pour le titre mondial. Et donc les deux premiers, c'est Pac et Orange Cassidy. Et donc Kenny Omega a dit, mais qui validait pas à 100%, c'était un des rares, mais qui l'a battu. Il l'a même fait abandonner par le passé. Il comprenait totalement qu'il soit dans ce rang-là, mais dans le main event. Mais il comprenait moins pour Orange Cassidy, parce qu'il trouvait que c'est un adulte aux airs d'enfant, mais qui se prenait pas au sérieux, mais que il voyait beaucoup de personnes avec les mains dans les poches dans le public, parce que c'est le seul personnage auquel il peut s'identifier. C'est un loser, et il comprend pas pourquoi il est mis dans le main event. Et donc, Pac et Orange Cassidy s'affronteront mercredi prochain à Dynamite pour obtenir un title shot contre Kenny Omega. Et on peut dire que Omega viendra jouer les troubles faits en cas de défaite de Pac. Et enfin, le main event tant attendu, le match Blood and Guts entre The Inner Circle composé de Chris Jericho, Jack Hager, Ortiz et Santana, et enfin Sammy Guevara contre The Pinnacle de MJF, Shawn Spears, Cash Wheeler et Dax Harwood, et enfin Warlord. C'est The Pinnacle qui a gagné. Alors, ils avaient l'avantage du nombre durant tout le match, car le match, pour vous donner une idée, grossièrement, c'était comme un war games en 5 contre 5, sauf qu'on pouvait gagner que par soumission. Et donc, du coup, le match était extraordinaire, il était très violent, il était très brutal. Tout le monde a fini en sang à la fin du match. Euh, on a eu des spots phénoménales. On a eu deux pile drivers sur les planches de bois, parce que la première couche du ring a été enlevée. On a eu deux pile drivers sur le bois directement. On a eu les pistons du ring qui ont été arrachés, puis mis dans les yeux. Et enfin, le spot final où MJF et Chris Jericho, donc les deux leaders de leur clan respectifs, sont montés tout en haut. C'est MJF qui a, c'est MJF qui a dominé Chris Jericho. Et il a menacé de balancer Chris Jericho du haut de la cage qui était à 5 mètres de hauteur. Et les membres d'une Inner Circle ont décidé d'abandonner pour sauver leur chef. Sauf que MJF, c'est malin, après avoir gagné le match, il a quand même jeté Chris Jericho, qui à 50 ans a fait un bump de 5 mètres pour atterrir sur l'estrade. Donc un bump assez violent, et une place de main event assumée pour MJF, mais qui finit en triomphe. Et,
Et ce match a laissé de graves séquelles, comme je l'ai dit, tout le monde a fini en sang, et sur les réseaux sociaux, on a bien pu voir, notamment pour Sami Guevara, qu'il avait l'épaule toute rouge bleutée, et des points de suture à son épaule. Enfin, ça a laissé de grosses séquelles assez violentes, mais encore un très bon épisode de AEW Dynamite. Merci Gus pour ce résumé de ce AEW Dynamite qui s'est donc passé hier soir. On laisse l'AEW quelques temps pour bien se baser sur les news maintenant de cette semaine dans le monde du catch. Et eh bien on a la première news qui concerne la Lucha Underground qui va revenir et qui va devenir la Azteca Underground. Alors ici on n'est pas des super spécialistes mais on va quand même donner notre avis parce que c'est notre boulot. Andrew, très rapidement, toi, tu penses quoi du retour de du coup Azteca Underground sur le devant de la scène? Ah bah c'est très bien de toute façon pour toucher Catching Indie. Vraiment honnêtement, la Lucha Underground c'est quand même une grosse base. Donc, maintenant j'espère que ça va marcher pour eux aussi avec ce changement de nom. J'espère que voilà, ils vont pas tous partir, façon de parler, mais que les Reds vont pas diminuer pour autant. Mais honnêtement, je suis très heureux pour eux. Je suis très heureux pour eux s'ils arrivent à trouver on va pas dire un nouveau, mais un vrai public avec ce changement de nom. J'espère que ça va marcher, et ça va continuer pour eux. Effectivement, on espère que eh bien ce show mythique va redécoller. Gus, toi, tu as une petite réaction sur cette annonce? Oui, alors moi, quand la Lucha Underground était encore active, je regardais parce que je trouvais que c'était une compagnie formidable. Sur les 4 saisons, il y a plein de matchs à voir, notamment des matchs entre Ricochet, donc, qui était Prince Puma, et dans le main event, et respecté là-bas, contre Rey Mysterio, qui sont incroyables. Mais on avait des matchs avec Phoenix et Pentagon Junior qui sont maintenant chez All Elite Wrestling qui étaient incroyables aussi. Donc si vous arrivez à trouver quelques archives sur le net, foncez. Et donc je suis très impatient mais de voir que cette nouvelle compagnie qui va rester sur une base avec de la lucha libre et mexicaine va apporter. Alors, de ce que j'ai vu, c'est en collaboration avec la MLW, et le lancement devrait se faire courant juillet. Donc, je suis très impatient et j'espère mais que ça va marcher et que ça va donner un nouveau boost et de la fraîcheur au circuit indépendant. Bien oui, un début mi-juillet, donc dans à peu près 2 mois, un mois et demi. Donc rendez-vous à tous les fans de catch indie dans cette période. Nous, on retourne du côté de la WWE, à SmackDown plus précisément. On va parler de Liv Morgan qui a mis sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de travail. En fait, elle travaille beaucoup. On a vu 2 petites séquences très sympathiques. Andrew, toi, qu'est-ce que tu penses de Liv Morgan qui travaille et du fait qu'elle ne soit pas à la télé toutes les semaines, alors que Tamina, si? Et c'est exactement sur quoi j'allais en venir, c'est que vraiment, il y a des catcheuses qui se donnent la force, qui se donnent l'envie de prouver que, voilà, elles peuvent faire plus, elles peuvent s'amener à plus. Vraiment, Liz Morgan, quand tu vois ses débuts avec le Riot Squad, ou plus on avance, plus vraiment, tu vois, qu'elle s'est donnée sur le in-ring, et qu'au final, on ne donne pas plus de temps en scène que ça. Peut-être à un moment donné aussi comprendre qu'il y a des catcheuses qui méritent plus que, par exemple, Tamina, Nia Jax. Elle a un titre. Déjà, juste ça, me dérange. Elle a un titre. Vraiment, le Riot Squad, il n'y a jamais eu de titre. Et pourtant, je veux dire, Ruby Riot, Liz Morgan et Sarah Logan. Sarah Logan n'ont jamais eu de titre. Et pourtant, même si Sarah Logan c'était moyen, c'était toujours mieux que Tamina ou que Nia Jax. Voilà. Et en fait, ça, le truc qui me dérange le plus, c'est que on n'a jamais rien eu de ce côté-là.
en espérant que maintenant Liv Morgan elle ait prouvé au commissaire de la WWE qu'il y a du mieux, et on peut peut-être la push un peu plus. Et vraiment, j'aimerais voir un vrai push, même de, même de Ruby Riott, hein, parce que honnêtement, Ruby Riott, in-ring, c'est pas déconnant. Voir un vrai push et voir où ça peut emmener. Qu'on arrête d'avoir les mêmes têtes, les mêmes têtes, les mêmes noms en tête d'affiche. Je veux dire, oui, on a compris Naomi, vous l'avez mis là parce qu'il n'y avait pas de solution. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que, bah, au final, il y a très peu de superstars qui brillent. Il y a quoi? Il y a Asuka, Charlotte, Sacha, Bayley. Et honnêtement, je peux pas t'en citer plus. Enfin, Nia Jax et Shayna Baszler, mais même Alexa Bliss, c'est à partir de là, mais Alexa Bliss, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu en division féminine? À un moment donné, peut-être aussi envoyer des jeunes talents qui montrent qu'elles ont envie vers le, le titre. Et à un moment donné, ils veulent pas le faire et on sait pas pourquoi. Et on attend toujours des réponses et on attend toujours de voir des Dana Brooke contre Charlotte Flair. C'est faux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça m'énerve et ça me donne envie de vomir en plus quand je vois les botches de Dana Brooke. On va rester du côté SmackDown parce que t'es en train de vriller, mon grand. On va rester du côté SmackDown, c'est Effectivement. bien mieux. Du côté bleu de la WWE, parce que Liv Morgan opère bien sûr à SmackDown. Non, après oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le Riot Squad est la seule vraie équipe du roster principal et elles ne sont pas championnes par équipe. Elles ne sont même pas dans la course. Enfin bref, c'est terrifiant. Auguste, toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive à Liv Morgan de positif, bien sûr? Un peu que le Riot Oui. Squad soit remis un peu sur le devant de la scène, au moins à la télé, quoi. Oui, bah, bien sûr. De toute façon, bah, c'est deux jeunes femmes mais qui méritent vraiment une place. Même si je pense que là, les prochaines challengers au titre par équipe, ce sera Natalia et Tamina, vu comment elles passent à la télé et qu'elles battent les championnes par équipe. Mais une fois mais que cette équipe sera passée, j'aimerais vraiment voir le Riot Squad euh, Challengers et championne, parce qu'en plus, elles se donnent les moyens de réussir, enfin, elles travaillent, elles améliorent leur arsenal de prise, alors c'est sûr que c'est peut-être pas le catch le plus rapide, c'est pas le catch le plus fluide, mais au moins c'est propre, il y a rarement un botch, et franchement, depuis le temps, mais que les deux sont là et qu'elles n'ont jamais. Enfin, Ruby Riott a eu un title shot contre Charlotte, mais elles n'ont jamais rien eu en équipe. Et en solo, c'est très pauvre. Alors que Lana a eu des chances, alors que Zelina Vega a eu des chances. Enfin, Ruby Riott et Lee Morgan méritent d'avoir une chance, au moins pour les titres par équipe, et on l'espère plus tard pour pour le titre mondial. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer du côté de la division par équipe de SmackDown. On va tout de suite passer, eh bien, on va continuer sur SmackDown pour cette dernière news. Ce soir, on est vendredi, donc vous savez très bien que ce soir, SmackDown arrive. Et cette semaine, eh bien, SmackDown revient en 2006. C'est un SmackDown rétro. Alors, on n'a pas plus d'informations que ça pour le moment, à part que c'est sera un SmackDown qui va célébrer les années 2006 de SmackDown. Et le seul match annoncé pour le moment, c'est Cesaro Rollins dans un WrestleMania rematch des plus alléchants. Qu'est-ce que vous attendez de ce show, toi, Auguste, par exemple? Qu'est-ce que tu attends de ce show spécifiquement, pardon? Et voilà, tout simplement. J'ai pas d'autres questions en fait. Euh, bah, moi, je vais juste être curieux de la mise en scène et de la mise en forme. Voir quelle tenue ils vont adopter, quelle caméra ils vont adopter. Est-ce que la table des commentateurs elle va changer? Est-ce qu'ils vont pousser le délire rétro jusqu'au bout? Mais après, je pense qu'en soi, ça ne change rien au contenu et et que il va rien avoir d'exceptionnel non plus. Le combat entre Cesaro et Rollins sera beau. Ils nous l'ont montré à WrestleMania, le combat sera bon.
Et j'espère que ce combat va permettre à Cesaro de vraiment se positionner dans le main event et que à WrestleMania Backlash, on aura un match Cesaro contre Roman Reigns pour le titre universel. Bien que je doute que ce soit lui l'élu pour battre Roman Reigns. On verra bien, mais Roman Reigns a l'air tellement au-dessus en ce moment qu'en fait personne n'est à la hauteur, même des gens qui sont pas dans les rosters actuellement. Andrew, t'attends quoi, toi, du SmackDown de ce soir, de ce SmackDown rétro? Moi, j'attends un UFO. Depuis le temps qu'on nous remonte, j'attends que ça, en fait. J'ai pas vraiment de moyen de décrire ce SmackDown. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils vont nous montrer. Honnêtement, à part le Rollins Cesaro, et on voit Rollins faire tourner en UFO. Enfin, pardon, Cesaro faire tourner Rollins en UFO. Euh, J'espère au moins que ce sera dans le main event, que Reigns prenne au sérieux Cesaro, et que enfin on aille sur un vrai programme. Sinon, ça risque d'être compliqué. Des vieux matchs aussi, je pense, qu'ils vont nous remettre des images de vieux matchs ou qu'est-ce. Ou pourquoi pas un retour. Un retour auquel on n'attend pas. Je vais dire des noms qui pop comme ça. Là, il y en a un qui me vient en tête, c'est Chris Masters. Pourquoi pas un retour de Chris Masters ou des bêtises dans le genre. Mais ça me choquerait pas qu'il y ait des retours ce soir. Mais après, voilà, à voir comment ils vont l'emmener, à voir comment ils vont construire, surtout le show, parce que c'est vrai que c'est SmackDown, que actuellement c'est beaucoup plus intéressant que Raw et que voilà, à voir comment ils vont emmener ça, que la FOD, ça a peut-être aussi envie de revoir des noms. Donc, à voir comment ils vont emmener ce SmackDown à l'ancienne. Mais sinon, j'en attends beaucoup, mais je vais être déçu, je pense, parce que j'en attends peut-être un peu trop. Après, voilà, à voir comment ils vont construire ce SmackDown. Mais j'espère que ça va être bien, parce que SmackDown en ce moment, c'est vrai que c'est un peu dégringolé, mais on sait très bien que le SmackDown, quand ça dégringole, ça remonte très vite. Contrairement à Raw, par exemple, où on a quand même 8 fois le même match en 2 semaines, donc c'est embêtant. Mais en espérant que maintenant, il y ait une révolution du côté SmackDown, comme ils savent le faire. Eh bien, rendez-vous ce soir pour ce SmackDown très spécial. T'as parlé de retour, ça me plaît, retour de Sasha Banks, tout le monde est content, surtout moi. Bref. Non, on va tout de suite passer au débat de la semaine qui va se tourner autour de Daniel Bryan qui depuis la semaine dernière est banni de SmackDown. Enfin, on ne sait pas vu qu'on n'a pas eu d'épisode de SmackDown. Petit rappel des faits, la semaine dernière, dans le main event de SmackDown, Daniel Bryan défiait Roman Reigns pour le titre universel. Et si le challenger n'arrivait pas à battre le champion, eh bien il serait banni. Et c'est ce qui s'est passé, sans intervention extérieure, sans aide, sans rien du tout. Roman Reigns a dominé Daniel Bryan et a conservé son titre universel avant de l'achever avec un concerto après le match sous les yeux de Cesaro retenu par Jey Uso. Mais du coup, la question ne se base pas sur Jey Uso, ni sur Cesaro, ni sur Roman Reigns, ni sur le titre universel. Non, la question se base autour de Daniel Bryan. Quel est l'avenir de Daniel Bryan à la WWE, si tant est qu'il y ait un avenir? Andrew, qu'est-ce que tu penses du futur de Daniel Bryan, peut-être à la WWE, ou peut-être ailleurs, ou peut-être sur son canapé? Alors moi, je trouve dur avec le terme dominé par Roman Reigns, parce que vraiment pas. Genre, pour le coup, vraiment, moi qui ai vu le match, j'ai été intéressé. Je me suis toujours dit dès que, à un moment donné, Bryan mettait une prise de finish, donc que ce soit le Yes Lock ou le Germany, si j'ai pas de bêtises. Pas Euh, une seconde. J'y ai pas cru une seconde à la victoire de Daniel Bryan. ben, moi, honnêtement, oui, parce qu'en Aurait vrai, été à un moment. ridicule. Non, mais je suis peut-être crédule, ok, je veux bien l'entendre. Je suis comme un mec qui penserait que enfin, que Sacha Banks aurait un vrai règne un jour. Je suis comme ce genre de mec-là. Et à un moment donné, je me dis, Elle l'a eu. oui, alors, avec des vraies rivalités, PA, merci. Le débat n'est pas là. Reviens sur Daniel Bryan, s'il te plaît. On en parlera en Et off, tu vas voir ce qui est arrivé, mon grand. en gros, non, c'est tout bête, mais je me suis dit, et pourquoi pas faire perdre Reigns, puis après emmener Bryan avec son titre en mode de face contre Cesaro, faire les Cesaro, et pourquoi pas, au pire des cas, faire perdre faire perdre Daniel Bryan contre Cesaro. Au moins, comme ça décrit,
Enfin bref, ça enlève pas Reigns de son, Décrédibilise. merci, de son main roster, donc très bien. Et faut déjà, ça fait monter Cesaro d'une étape. Et après, emmener Reigns Cesaro petit à petit. Mais là, actuellement, en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que moi, enfin, peur, non, parce que un peu plaisir aussi, c'est est-ce que Daniel Bryan partirait pas sur une carrière de manager comme il se faisait souvent dans le temps. Et Bryan, manager de Cesaro, qui ferait toutes ses promos, parce qu'on sait que Cesaro, au micro, c'est pas non plus un grand talent. Mais déjà, une victoire contre Rollins, plus après un retour de Daniel Bryan, en tant que je ne vais pas catcher à SmackDown, je vais juste aider mon ami. Et peut-être que ça peut emmener vers beaucoup de choses. Mais voilà. C'est vrai que si on enlève vraiment Bryan de SmackDown en entier, c'est-à-dire qu'on le voit plus ni, ni outside ou in ring, c'est vrai que ça va me faire plus mal que si on le voyait plus du tout. Donc voilà, en espérant que maintenant ça marche pour Bryan, que ce soit ici ou ailleurs, hein, en espérant que ça continue à WWE, parce que c'est vrai que Bryan est un catcheur hors pair, mais en espérant qu'il n'y ait pas de coup bas aussi à la WWE. Mais maintenant, voilà, j'aimerais bien voir aussi Bryan en tant que manager, parce que c'est vrai qu'on l'a vu au micro, que ce soit quand il était ancien général manager de SmackDown avec Shane McMahon, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, qu'on l'a beaucoup vu en tant que bon micro, donc en espérant que ça continue dans ce sens-là et qu'il puisse vraiment push Cesaro avec l'apport au micro de Bryan. Alors, je n'ai pas envie de te briser tes rêves, n'est-ce pas? Mais Roman Reigns n'a pas dit tu ne catcheras plus jamais à SmackDown. Il a dit je ne veux plus voir ta tête à SmackDown en tant que catcheur ou manager. Je je ne me permettrai pas de douter de l'intelligence de Roman Reigns. Je pense que le chef de la tribu choisit toujours bien ses mots. Donc je pense qu'il ne veut plus voir Daniel Bryan et qu'on ne va pas le voir de sitôt, sachant qu'il a pris un concerto. Je pense que c'est pour bien dire, on va le laisser au frigo un petit peu. En tous les cas, Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Daniel Bryan à la WWE? Peut-être. Alors, déjà, pour revenir vite fait sur le match, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est la première victoire clean de Roman Reigns depuis son retour à SummerSlam 2020. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que être un champion heel grugeur, ok, mais pour avoir un règne solide, il faut aussi gagner clean de temps en temps. Donc j'ai bien aimé le fait que sa victoire soit clean, nette et sans bavure. Enfin, Daniel Bryan ne peut rien dire. Et ensuite, sur le cas Bryan, il n'a toujours pas prolongé son contrat avec la WWE à l'instant où on parle. Il le fera peut-être, selon les dernières news des sites américains. La WWE serait prêt à mettre un gros pactole pour faire rester Dan Bryan à la WWE, mais comme ils avaient fait avec Edge quand il hésitait entre un retour à la VE ou partir chez All Elite Wrestling, ils avaient mis les, euh, les chéquiers sur la table et ils avaient bien servi. Donc ils sont capables de le faire parce que maintenant Daniel Bryan, au début de sa carrière, c'était le symbole du territoire indépendant. Maintenant, c'est un des symboles de la WWE mais des années 2010. Enfin, et surtout avec son run à WrestleMania 30. Donc, j'ai du mal à le voir hors WWE. Je pense qu'il va prolonger. Euh, je pense que, mais dans un premier temps, il va prendre beaucoup, beaucoup de repos pour sa famille, enfin pour sa femme et pour ses enfants. Mais qu'il reviendra plus tard, soit en tant que coach à NXT ou comment dire, ou comme catcheur à NXT, mais pour me mettre en avant les jeunes pousses, ou alors à Raw si le programme s'améliore et de toute façon Daniel Bryan peut aider à améliorer Raw. Mais de toute façon, et à moins qu'il y ait une draft,
et que Reigns bouge à Raw, je ne vois pas Bryan revenir à SmackDown de sitôt parce que Reigns l'a dit, il veut plus le voir dans son show et je pense que sa parole sera respectée. Oh, Euh, bah, vas-y, tu veux dire quoi? juste, disons que si jamais Brian se c'est comment décrédibiliser ton chef de la tribu. Vraiment, hey, en fait non, c'est terrible. Oui, c'est ça. Et sinon, et dans ce scénario où il quitterait la WWE pour aller dans le circuit indépendant, je pense mais que la solution mais de facilité pour lui, ça serait d'aller chez All Elite Wrestling parce que c'est une grande compagnie avec des grands noms qui donneraient mais des matchs de rêve. Enfin, un Kenny Omega contre Daniel Bryan ou un Adam Eggman Page contre Daniel Bryan ou un Pac. Enfin, il y a des dizaines de matchs de rêve à All Elite Wrestling. Après, il peut très bien choisir mais de revenir dans la compagnie qu'il est Vinette à la Ring of Honor, bien que celle-ci soit au plus mal dans l'indie. Et après, un autre choix, ça serait d'aller au Japon, à la New Japan, mais je pense pas même qu'il ira à la base que ça fera trop loin pour sa famille. Et je pense que là, il veut plus prendre de temps pour personnel pour s'occuper de ses enfants plutôt que pour son job. Donc je pense pas mais qu'il ira autre part mais qu'aux États-Unis. Mais surtout, je pense qu'il va rester ce contrat à la WWE encore pendant longtemps. Mais après, évidemment, je peux me tromper. Eh ben, de toute façon, les chances qu'on se trompe ce soir sont quand même assez fortes parce que ben, on sait pas, hein, on n'est pas devin. Ouais, après je suis quand même d'accord avec toi, je pense qu'il va pas non plus déménager. S'il continue à catcher c'est aux États-Unis, hein, clairement, parce que la New Japan c'est quand même ben, loin pour sa famille et sa famille est très importante pour lui, donc je pense que ouais, c'est soit il va rester à la WWE d'ailleurs. Sur le site officiel de la WWE, il est dans la colonne alumni, c'est-à-dire la colonne des gens qui ne catchent plus et qui n'apparaissent plus à la télé, qui sont retraités entre guillemets. Donc voilà. Donc maintenant à voir. Il y a ce contrat qui est dans la balance, donc ça aussi c'est à voir. En tout cas, est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter pour ce débat ou est-ce qu'on peut conclure ici? J'ai terminé personnellement sur le cas Daniel Bryan. Andrew? Alors après, moi j'aurais juste une supposition. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est vrai qu'à NXT, on a beaucoup de talents qui jouent là, actuellement dans le même roster, comme on a vu à NXT mardi dernier, avec Gargano et je retiens jamais son prénom, enfin son nom de famille, du moins ça m'énerve. Et le compère dans The Way de Gargano, de Gargano, Austin Theory. Austin Theories. Est-ce que ce serait pas aussi le moment de mettre Bryan au service des jeunes catcheurs et pourquoi pas pusher, à mettre pas forcément ouf au micro. J'aurais bien dit Karrion Cross, mais on a la personne qui est avec lui actuellement, Scarlett. enfin, ouais, Scarlett Jones, non pas Jones, Scarlett qui gère actuellement son micro à lui. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire pareil avec Brian? Parce qu'on sait très bien que Brian a un micro exceptionnel et peut-être l'emmener vers une carrière de manager, vraiment. Il a un vrai micro et même pendant les matchs, il pourrait pas intervenir de temps en temps, soit NXT. Enfin, je vois NXT parce que. je- Ou pourquoi pas l'emmener à Raw avec un Cedric Alexander ou un Shelton Benjamin, par exemple. On sait que in-ring c'est génial, mais que au micro, c'est pas forcément folichon. Pourquoi pas l'emmener vers quelque chose comme ça. Moi, maintenant, j'ai envie de voir. Là, actuellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment un Brian manager. On sait qu'au micro, il a le niaque, il attire le public avec lui. Et est-ce que ce serait pas vraiment le moment de mettre un talent avec lui actuellement? Mhm. C'est ça la vraie question. Moi, c'est que la seule chose dont j'ai peur,
si Brian est manager, mais comme c'est une des plus grandes stars à la WWE, j'ai peur que il vole la vedette à son poulain sans le vouloir. C'est-à-dire que il va le mettre over, mais j'ai plus peur que les gens chantent yes, yes plutôt, mais que la catchphrase, mais qu'il y aura au catcheur attribué. Mais j'ai juste peur de ça. Mais sinon, sur le papier, Daniel Bryan manager, ça serait génial aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec Auguste sur ce coup-là. Daniel Bryan est une énorme star, qu'on le veuille ou non, hein. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est un catcheur lambda. Mais je pense que si on le met avec une jeune pousse de NXT, il va forcément avoir les yeux sur lui et que même la WWE ne va pas vraiment aider en ce sens, c'est-à-dire va dire oui, ça, ce gars-là, c'est le Daniel Bryan guy et c'est pas son nom, quoi. Donc, je sais pas si Daniel Bryan en tant que manager est la meilleure option, quoi. Si je peux intervenir dans ce débat, c'est si on se souvient pas, si on se souvient bien, pardon, que quand Daniel Bryan a commencé, c'était le petit du Miz. On l'a toujours considéré comme le petit du Miz au début. Je parle vraiment que au début. Après, est-ce que les yes, yes, yes n'interféraient pas vers vraiment un bon push, pardon, d'une superstar sur NXT, enfin un Raw du coup, franchement, il peut plus classer SmackDown, mais vraiment un des deux où vraiment ça le mettrait pas un peu en avant la superstar avec qui il est, comme The Miz a fait à l'époque malgré tout. Ouais, mais le Miz, à l'époque où c'est le petit du Miz, le Miz n'est pas la aussi grande star qu'est Daniel Bryan aujourd'hui. Oui, il est même pas encore champion de la WWE parce qu'il est champion US. Ah, mais Euh, c'est quand même The Miz qui ouais, est non, un mais c'est le perso Miz. Non, mais détestable aussi, il faut d'accord, pas mais oublier. le Miz de l'époque n'est pas le quart de la star de Daniel Bryan, n'a pas la carrure et la carrière de Daniel Bryan aujourd'hui. C'est ça aussi le truc, c'est je pense que Daniel Bryan est un manager, qu'il le veuille ou non, hein, et je pense qu'il le veuille pas, mais il va quand même attirer les yeux et les lumières sur lui. Voilà. Si De toute quelqu'un façon, a rajouté quelque chose, on sait très bien que ring, Brian est largement supérieur à The Miz, donc c'est sûr que ça peut vachement jeter son peu dans la donne. Je suis complètement d'accord avec toi sur la fin. bref, bah écoutez, je pense qu'on a été assez complet, entre guillemets. Auguste, tu as quelque chose à rajouter? Pas du tout. Non, je pense qu'on peut conclure sur ça et sur le cas de Daniel Bryan. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va conclure cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était une émission un petit peu différente d'habitude, vu vu que je n'avais que deux chroniqueurs qui m'accompagnaient. J'espère tout de même que la personne manquante ne vous a pas trop manqué et que vous avez pris du plaisir à nous écouter parler catch. Nous, en tout cas, parler catch, c'est une passion et ça nous fait toujours plaisir d'être là les vendredis soirs pour tourner cette émission. Merci à vous deux de m'avoir accompagné ce soir et merci à tous d'avoir écouté cette émission et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine, salut tout le monde! Salut tout le monde.